Ok, bon, je vous propose qu'on démarre. Les quelques derniers participants arriveront. Donc, bienvenue à tous. On va discuter là pendant 1 heure de tout ce qui est conformité des cookies et recueil de consentement. Euh, donc, pour vous faire un petit rappel, on organisait avant un petit café digital. Donc, c'était 1 fois par mois. L'idée, c'était de se retrouver autour d'une bière ou d'un café pour discuter de différents sujets autour de la tech. Et puis, Covid oblige, on a passé ça en mode webinar, ce qui est plutôt intéressant. Mais on reprendra les Choose It Café donc à Montpellier 1 fois par mois dès qu'on aura le droit d'un petit peu tous se retrouver. Donc peut-être à partir de septembre si tout se passe bien. On discute aujourd'hui de la conformité des cookies et du recueil du consentement pour les utilisateurs. Donc, il y a Chooseit avec moi-même et Kevin et Laurent que vous pouvez voir sur vos écrans d'Acceptio. L'idée, c'est de vous présenter chacun de notre côté différents points autour du recueil des consentements. Donc, pour vous donner un peu plus d'infos, donc moi, je suis Samuel, je travaille chez Chooseit. Ça fait à peu près 20 ans que je suis dans le digital et j'accompagne en fait nos clients sur toute une partie de conception, conseil pour la mise en place de projets digitaux, aussi bien pour des PME, des startups ou des institutions nationales. Chez Chooseit, on est multisecteur. On accompagne en fait la transformation digitale de nos clients. On fait ça depuis 1990, donc ça fait un peu plus de 22 ans. On travaille dans tous les secteurs d'activité. On n'est pas du tout spécialisé, donc ça peut être de la santé, du BTP, de l'assurance, de la formation ou encore des startups. Et on a une trentaine de collaborateurs à Montpellier. En fait, plus concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit et on développe pour nos clients un ensemble de solutions qui sont souvent sur mesure et qui sont adaptées à leurs enjeux et à la visibilité. Donc, c'est de la mobilité, c'est du business développement ou tout simplement un système d'information. Donc là, je vous ai mis les 5 grandes typologies de projets qu'on a. C'est des plateformes de marque à travers des sites internet corporate, des sites qu'on va appeler lead gen pour accompagner une croissance et une stratégie digitale. Et puis, une grosse partie de notre activité, c'est bien sûr de la production d'applications sur mesure. Donc, ça peut être à la fois des extranets, des e-commerce ou des plateformes métiers et bien entendu leur version mobile pour être disponible sur tous les terminaux. Donc en fait, on a vraiment un projet, un client et on fait du développement sur mesure. Je vais vous laisser présenter Kevin ou Laurent rapidement Acceptio. Alors, Il de faudra notre juste côté, activer. Ah oui, pardon, je croyais que tu avais ton son désactivé. c'est bon, je vais désactiver. Bonjour à tous. Alors, chez Accenture, on est deux, vous l'avez bien compris. Il y a du coup Kevin, qui est le CTO, directeur technique d'Acceptio, qui va faire un plaisir un petit peu de vous présenter un peu ces nouvelles lois et puis plus particulièrement l'aspect technique, puisque c'est ce qu'il maîtrise un petit peu le mieux, avec Samuel, du coup. Puis moi, en fait, je suis en charge du marketing chez Acceptio, puisqu'en fait, la solution est à mi-chemin entre deux sujets, le juridique, bien sûr, la conformité, mais ça touche vraiment de près au marketing et c'est pour ça que j'interviens souvent lors des webinars. Donc, la solution Acceptio, c'est quoi? C'est une solution sur étagère, hein, qu'on appelle plus communément un SaaS. C'est un outil qui aide les entreprises à se mettre en conformité avec les nouvelles lois sur les données personnelles, mais sur leur site internet, leurs applications mobiles, sur leurs outils digitaux. C'est une entreprise qui est basée à Montpellier. L'entreprise a été créée en 2016. Mais bien évidemment, ces lois n'existaient pas à l'époque. La solution Acceptio, elle, est sortie en 2018. En fait, on est un éditeur de logiciels et Acceptio est notre principal logiciel. C'est une équipe aujourd'hui qui est composée de 13 personnes. Et on a installé, un petit peu pour donner deux métriques importantes, on a installé aujourd'hui sur plus de 10 000 sites Internet en France et à l'étranger. Et on enregistre aujourd'hui plus de 200 millions de consentements en base. Donc, ça commence à faire beaucoup et on va vous faire un petit peu le détail de tout ça dans les prochaines slides. Donc l'idée c'est qu'on a coupé la présentation en 3 parce qu'on est 3. Donc on va discuter un petit peu du RGPD avec Kevin, la partie marketing avec Laurent sur comment on peut optimiser le consentement de ses utilisateurs. Et je vous présenterai 2 cas pratiques sur des procédures et un setup de votre plan de tag avec Google Tag Manager. Je te propose, Kevin, si tu veux, de prendre la main. Je vais arrêter de partager, que tu puisses prendre la main sur l'écran pour gérer les différents slides, si ça te convient. C'est parfait. Hop, est-ce que vous pouvez bien voir mon écran? Oui, c'est OK. C'est parti. Donc bonjour à tous, je m'appelle Kevin, comme Laurent a pu vous le dire, je suis directeur technique chez Acceptio et on va commencer ce webinaire un petit peu en faisant un rappel du RGPD.
Donc, qu'est-ce que le RGPD? Le RGPD, c'est la réglementation sur la protection des données personnelles et c'est un règlement qui encadre le traitement des données personnelles au sein de l'Union européenne. Il permet d'harmoniser les règles en matière de données personnelles en Europe, chose qui était assez indépendant pour chaque pays européen avant ça, et permet d'offrir un cadre juridique à toutes les entreprises. C'est également l'opportunité pour les entreprises du numérique de développer leur activité en basant une relation de confiance avec leurs clients. Donc, qui est concerné par le RGPD? Toutes les organisations publiques ou privées répondant à un des deux critères suivants. Alors, si c'est une organisation établie dans l'Union européenne, comme par exemple une société française qui vend des produits à des personnes hors de l'Union européenne, ou si c'est une organisation ciblant des résidents de l'Union européenne, comme par exemple une des sociétés américaines offrant des services de divertissement à des résidents européens. Donc maintenant qu'on a parlé un petit peu de consentement, de RGPD, il faut savoir ce que c'est un consentement. Et la manière dont il est défini dans le RGPD, le consentement représente toute manifestation de volonté, qu'elle soit libre, spécifique, éclairée et univoque, par laquelle la personne concernée accepte par une déclaration ou par un acte positif clair que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. En d'autres termes, c'est simplement le fait de donner son accord pour que ces données personnelles soient traitées pour une ou des finalités spécifiques. Maintenant, on va voir en fait quels sont les critères de validité d'un consentement, chose qui est très importante avec le RGPD. Donc, il y a 4 critères à respecter. Un consentement doit être libre, c'est-à-dire que ça doit être un choix réel, sans contrainte ni influence. Donc, l'utilisateur d'un site web, par exemple, doit avoir le choix d'accepter ou non. Un consentement doit être spécifique, c'est-à-dire qu'un consentement doit correspondre à un seul traitement, une seule finalité. Par exemple, dans le cadre d'acceptation de cookies, un consentement n'est pas valide si celui-ci s'applique à, par exemple, de la mesure d'audience et de la publicité et du marketing. Il doit y avoir un consentement donné, détaillé sur chacun des éléments que j'ai décrits. Un consentement doit être éclairé également, c'est-à-dire qu'il doit être accompagné d'informations claires communiquées à la personne pour que cette personne-là puisse faire un choix en connaissance de cause. Et enfin, un consentement doit être univoque, il doit résulter d'une action positive d'une personne. C'est-à-dire que, par exemple, les cases précochées, par exemple, ne sont pas considérées comme un consentement univoque, étant donné qu'il n'y a pas eu d'action positive faite par la personne. Maintenant, quels sont les risques? Lors de manquement au RGPD, la CNIL peut prononcer différentes sanctions qui peuvent être un rappel à l'ordre ou une demande de mise en conformité, y compris sous astreinte, mais ça peut aller également jusqu'à la prononciation d'une amende administrative pouvant s'élever à 20 millions d'euros, dans le cas d'une entreprise pouvant s'élever à 4% de son chiffre d'affaires annuel mondial. Outre l'aspect financier, une des conséquences de la non-mise en conformité est l'image de marque dégagée par cette non-mise en conformité. Maintenant, on va parler un petit peu de mise en place, et particulièrement dans le cadre de recueil de consentement pour le dépôt de cookies. Une première étape va être de faire une analyse de son système d'information afin d'avoir une vision d'ensemble sur la manière dont vous traitez les données des utilisateurs. Plus simplement, c'est la cartographie un petit peu de votre système d'information. Donc, ça va vous permettre de comprendre, par exemple, quelle technologie vous utilisez, que ce soit Google Analytics ou d'autres solutions marketing. C'est important d'avoir une vision claire et précise sur l'ensemble des technologies que vous utilisez et de quelle manière elles consomment les données, elles consomment ou collectent des données personnelles. Une fois que cette première étape a été faite,
c'est l'occasion souvent de déterminer les actions qui sont à mener. Une des actions, je pense, qui est importante, c'est faire le tri potentiellement dans les données et les technologies qui sont utilisées, se poser la question, est-ce que technologie, est-ce que j'utilise toujours cette technologie? Est-ce que j'ai réellement besoin de collecter ces données-là? Et minimiser les données collectées aux données qui sont essentielles à votre activité est une chose importante. Maintenant, vient une prochaine étape qui est celle de cette mise en conformité, en tout cas pour le recueil de consentement, qui est, voilà, maintenant, est-ce que je devrais développer ça en interne ou est-ce que je devrais acheter une solution? Et aujourd'hui, sur le marché, il y a des solutions appelées CMP, Consent Management Platform, qui vous permettent de déléguer la responsabilité du développement de logiciels vis-à-vis de la conformité à un fournisseur. Et je voulais vraiment aborder cet aspect-là parce que c'est quelque chose d'important à prendre en compte dans votre organisation pour déterminer si vous voulez développer en interne ou acheter une solution. Un premier aspect, c'est le coût. Sachant que chaque développement fait en interne représente un certain coût, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue temps, d'un point de vue support, d'un point de vue maintenance. Et le fait d'acheter une solution, souvent, le fait que ces solutions-là soient utilisées par un ensemble de clients fait que vous vous retrouvez avec des formules qui sont adaptées à la taille de votre organisation, mais qui sont également à des prix avantageux compte tenu du fait que ces solutions sont utilisées par différentes organisations. Il y a un autre point important et le contrôle. Quand vous décidez de développer vous-même une solution, vous avez un contrôle total sur la solution, chose qui peut être un aspect positif si c'est quelque chose d'important pour vous. Dans le cas où vous choisiriez d'acheter une solution, dans ce cas-là, vous ne seriez pas totalement au contrôle de cette solution, mais rien ne vous empêche de faire un retour et d'avoir cette fonctionnalité implémentée si celle-ci apparaît être utile pour un ensemble de clients. Un autre aspect important, c'est l'aspect maintenance, où développer en interne signifie qu'on a une maintenance continuelle parce qu'il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se voiler la face. Développer des solutions engendre de la maintenance, que ce soit d'un point de vue développement, d'un point de vue serveur, pour que la solution continue à fonctionner dans le temps. Et acheter une solution permet de déléguer cette maintenance à la société qui vous fournit cette solution. Enfin, une question de temps. Selon la rapidité avec laquelle vous voulez mettre en place une solution, la développer en interne peut prendre beaucoup de temps, que ce soit pour la clarification des besoins, le développement, le test, la maintenance, comme j'en ai parlé avant. Acheter une solution signifie que vous pouvez réduire drastiquement ce temps en utilisant une solution qui offre déjà ses fonctionnalités, qui s'occupe de la maintenance, du support. Et enfin, l'aspect support. Aujourd'hui, développer une solution en interne signifie que vous aurez, en plus des points mentionnés précédemment, du support potentiellement en interne. Et alors qu'acheter une solution, c'est quelque chose qui fait partie du packaging. Donc voilà. Je vais maintenant laisser la parole à Laurent qui va vous parler de tout ça d'un point de vue marketing. Alors, je vais reprendre la main sur l'écran. Tac. Pourquoi je ne vois pas la... Vous voyez la présentation? L'écran il est plutôt noir. Ah oui, ça y est, c'est bon. Enfin, ouais, c'est bon. On est bon? Ok, donc merci en tout cas, Kevin, pour cette première partie. Merci dans un premier temps à Samuel et à l'équipe de Choisit pour l'invitation. Effectivement, le point de vue technique est important parce que nous, on le voit, hein, en fait, nos clients, souvent, le décisionnaire va être
le développeur, ou en tout cas le département technique. Pourquoi? Parce que dès que ça a un impact sur le site Internet, la décision d'installer ou de réaliser un chantier technique revient à cette équipe, bien entendu, parce que c'est elle qui est le plus en mesure de savoir ce qui est le mieux pour elle, pour son site Internet, comment ça s'intègre dans sa roadmap, est-ce que c'est compatible, etc. Donc, c'était important d'avoir l'avis de Kevin sur la question, et vous l'avez bien compris que dans une logique de build versus buy, développer ou acheter, eh bien, on est aujourd'hui dans des architectures différentes qu'auparavant, des architectures plutôt en microservices, où en fait, on développe plutôt ce qui est sensible à notre métier, ce qui est en lien avec notre cœur d'activité. Bien évidemment, construire une solution de consentement, ce n'est pas ce que vous avez à faire pour faire de la croissance. De même que développer un chat ou développer une solution de paiement. Aujourd'hui, des solutions existent et ça passe par des cookies. Et par contre, on a besoin d'un consentement pour les lancer maintenant. Donc, c'est pour ça que ça devient aussi un enjeu marketing parce que derrière ces cookies, eh bien, vous faites de l'analyse d'audience, vous faites de la relation client, vous faites de la publicité. Et effectivement, on parle de conformité avec voilà, les risques, c'est des lois, etc. Donc, on voit ça un peu comme une obligation. Donc, c'est effectivement un chantier juridique. Mais on dit souvent on pense souvent que ça va freiner le marketing, mais ce n'est pas le cas, ça va être un marketing différent. C'est pour ça qu'on aime bien dire marketing et conformité, et que la CMP devient un véritable outil marketing. Et donc, c'est pour ça que j'ai intitulé un petit peu le début de cette slide qui a dit qu'il fallait faire un choix, parce qu'il n'y en a pas à faire. Donc, le consentement, comme je viens de l'évoquer, c'est un vrai chantier juridique qui est aujourd'hui la CNIL à laisser passer une petite période pour laisser aux entreprises le temps de se mettre en conformité. Et là, maintenant, elles commencent à contrôler. Et là, c'est un petit article que j'ai pris, je crois, avant-hier, sur le Figaro, qui montre que voilà, les mises en demeure commencent à arriver chez des entreprises. Alors, on a l'impression parfois que c'est que pour les GAFA, Facebook, Google, etc. Ce n'est pas le cas. Nous, on a beaucoup de clients qui sont contrôlés, que ce soit des PME ou des e-commerçants. Mais c'est aussi le consentement, c'est une nouvelle KPI à suivre. Pourquoi? Nous, on aime bien dire que le consentement, c'est un peu le nouveau NPS. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous donner un consentement, c'est quelqu'un qui va interagir, qui va demander un peu plus d'interaction à votre marque, qui sera plus sensible pour la recommander. Donc, c'est quelque chose qu'il faut suivre de près parce que c'est aussi quelque chose qui va driver votre business. Sans consentement, vous ne lancez pas vos outils de tracking publicitaire qui vous permettent de diffuser vos annonces, vos messages, etc., vos newsletters. Donc, c'est vraiment une KPI qui vient s'intégrer dans les dashboards des marketeurs et des web marketeurs aujourd'hui. D'où l'importance de choisir une bonne CMP. Alors, nous, on en a une, bien évidemment. On va vous montrer pourquoi la nôtre, on pense que la nôtre est la plus adaptée aujourd'hui pour les sites Internet, que ce soit des grands groupes, des e-commerçants, des PME, des associations. Et je vais commencer en fait ce petit topo par les critères pour faire un choix. On vient de parler un petit peu des critères techniques, mais il y a d'autres critères. Ces critères, ça doit permettre de prendre le virage du marketing choisi. Alors avant de balayer tous ces critères, on va faire un petit état des lieux du marketing. Il y a 10 ans, on était sur un marketing de masse, c'est-à-dire que très peu de personnalisation, très peu de segmentation. On avait une seule base et puis on bombardait tout azimut sur une même base, que ce soit des emails, des appels téléphone, etc. Et puis on achetait évidemment des bases, on en louait, etc. On est passé en avec ses copains. Tout ça, vous l'avez bien compris, c'est terminé. Après, on est rentré dans une ère de marketing de big data, donc avec des logiciels spécialisés qui permettent d'emmagasiner beaucoup d'informations personnelles. Cependant, les entreprises ont fait ça sans savoir parfois pourquoi elles le faisaient, en prenant parfois, souvent, un peu trop. Et du coup, ça devient un peu le fouillis. Et puis aujourd'hui, il y a ces nouvelles lois qui viennent réguler ça en disant toutes ces données, si tu t'en sers pas, si ce n'est pas utile pour toi et si tu n'as pas de consentement, tu n'as pas à les avoir. Donc, on rentre plutôt dans un marketing choisi, en anglais permission marketing. Et aujourd'hui, pour faire ce virage et pour tirer le meilleur de cette nouvelle ère, pour moi, il y a plusieurs critères à prendre en compte. La première, c'est la transparence pour les utilisateurs. Il y a certains qui pensent que cacher un peu les informations ou noyer un peu le poisson à travers un jargon technique ou cacher les services vraiment qu'on utilise, c'est une bonne chose. Ça, c'est tout le contraire de ce qu'on pense chez Acceptio. On pense vraiment qu'il faut détailler au maximum pourquoi on prend les données, pourquoi on s'en sert, à qui on les transfère, quelles sont les solutions qu'on utilise. Parce que
Aujourd'hui, les cookies, par exemple, pour prendre cet exemple-là, parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui, les cookies ont mauvaise presse. Ils sont souvent, auprès du grand public, hein, ils sont souvent perçus comme des espions qui viennent systématiquement suivre la navigation de l'internaute. Bon, on sait, quand on est dans le digital, ou pas forcément dans le digital, quand on s'est intéressé un peu au sujet, que ce n'est pas du tout le cas. C'est des solutions qui sont utiles, soit inoffensives pour l'utilisateur, soit extrêmement utiles pour lui. Par exemple, un chat en ligne, quand on refuse des cookies, je ne suis pas sûr que beaucoup d'utilisateurs savent qu'il s'enlève une fonctionnalité du site, un moyen de contact direct avec et hyper pratique avec l'annonceur. Donc, toute la transparence qui vient expliquer individuellement ce que fait chaque cookie, c'est très important. La deuxième chose, c'est un peu comme les avis en ligne, tous les sites Internet sont dotés dans leur système, dans leur CMS, dans leur système d'administration, d'un outil pour prendre des avis. Aujourd'hui, personne n'utilise. Pourquoi? Parce qu'il y a une question d'authenticité, de traçabilité de l'avis. Donc, les gens prennent plutôt des services comme Trustpilot ou Avis Vérifié, etc. parce que ça certifie à l'utilisateur que l'avis est authentique. Et au même titre que les consentements, à un moment donné, il faut certifier que le consentement est authentique parce que pour Kevin, si on le fait soi-même, c'est très facile de changer un consentement en masse. Et donc, qu'est-ce qui prouverait à l'utilisateur qu'il a dit oui ou non à tel canal? La troisième chose, c'est un vrai privacy center, une interface de contrôle pour les end-users, pour les utilisateurs qui soit très ergonomique, etc., où on comprend un peu tout. Ça rejoint la notion de transparence. La quatrième point, c'est la temporisation. Avant, on lançait les cookies dès le chargement de la homepage ou de la page d'atterrissage. Ça, je pense que ce n'est pas une bonne chose parce qu'aujourd'hui, ça agace un petit peu tous ces bandeaux CCNP parce que chaque site qu'on visite, et autant si on en visite, je sais pas, une cinquantaine, une centaine, voire beaucoup plus quand on est derrière un bureau toute la journée à naviguer, ça peut être assez frustrant. Et souvent, quand on arrive sur une page, ça nous arrive de rebondir. Rebondir, c'est-à-dire qu'on part parce qu'on n'est pas au bon endroit. Eh bien, si on dépose des cookies trop tôt, déjà, arriver, c'est comme dans une boutique physique, quand on arrive et qu'un vendeur vous saute dessus, ce n'est pas super. Donc, on n'aime pas ça. C'est un peu pareil sur un site Internet. Et la deuxième chose, c'est que ça peut permettre des réductions des coûts, parce que si on dépose des cookies publicitaires trop vite, des cookies, par exemple, de Facebook Pixel ou de Google Ads, alors qu'on est sur un non-client qui allait partir du site Internet parce qu'il n'était pas au bon endroit, eh ben, on va venir payer finalement des campagnes sponsorisées alors que ça va aller à la poubelle. C'est un peu comme un catalogue qu'on envoie par la poste dans sa boîte aux lettres, qu'on prend et qu'on met systématiquement à la poubelle. C'est un peu de l'argent dépensé pour rien. Ensuite, c'est de l'interactivité avec l'utilisateur parce que si on veut obtenir un consentement et maximiser ses opt-in, eh bien, il faut pas il faut quand même attirer l'attention sur cette demande de consentement. Et là, avec un petit wording sympa, avec des images, peut-être avec des micro-interactions. Nous, on a fait le choix d'un widget, vous allez le voir tout à l'heure, qui mime un peu les interactions des chatbots de type Zendesk ou Intercom. Ça permet de converser un peu avec l'utilisateur et ça marche plutôt bien. Ensuite, c'est la personnalisation graphique et rédactionnelle. Ça, je pense que chaque site Internet doit pouvoir, au moment de choisir sa CMP, faire attention à ce petit critère-là, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui viennent un peu salir un peu les web designs que vous avez mis du mal à peaufiner ou que Choosit a mis du mal à créer. C'est vrai que voilà, on prend du temps pour faire une belle charte graphique avec des belles fonts, des belles images, des beaux couleurs. Il faudrait que cette demande de consentement soit quand même assez cohérente avec vos guidelines graphiques, quoi. Ensuite, effectivement, quand on cherche une solution externe, le but, c'est de gagner du temps. Et donc, on cherche une installation facile qui va faire gagner beaucoup de temps à la fois au chef de projet et au développeur. Enfin, cet outil-là, ça vient venir s'intégrer dans un workflow que vous avez déjà. Un workflow avec, vous utilisez peut-être Google Tag Manager pour installer vos cookies, votre CRM pour driver vos contacts, un logiciel d'emailing, etc. Cet outil va venir communiquer le consentement à tous ces outils. Donc, cet outil doit du coup offrir des intégrations et une synchronisation facile avec l'ensemble des autres outils de votre portefeuille de modules pour permettre de discuter entre eux. Ensuite, effectivement, un pricing adapté, parce que ça, c'est une nouvelle dépense pour les entreprises. On n'a jamais payé pour un bandeau cookie. Aujourd'hui, la plupart des entreprises le font. Donc, c'est quand même une nouvelle dépense. Donc, il faut trouver un pricing adapté pour son site Internet. Et si on a plusieurs domaines,
voire même aussi plein de sous-domaines, il faut à un moment donné essayer de trouver une solution qui offre un pricing adapté. Un autre point, c'est aussi, on ne pense pas souvent, mais les applications natives sont aussi concernées par ces nouvelles lois. Et donc, choisir une solution qui offre à la fois un module pour les sites Internet et les sites, comment on dit, les sites mobiles, c'est bien, mais il y a aussi les applications natives. Donc, faites attention aussi à ça. Enfin, il y a les derniers points qui sont du domaine juridique, c'est à la fois la veille législative, parce que la loi évolue, les régulateurs prennent de nouvelles décisions, il y avait encore un petit peu de flou au départ, donc il y a des nouvelles choses qui arrivent. Ce n'est pas à vous de vous tenir au courant de tout ça. Je pense que ça, c'est quelque chose que vous pouvez sous-traiter à la solution et qui vous met à disposition automatiquement ces mises à jour automatiques. Et en dernier point, c'est l'adaptation juridique aux différents pays. Aujourd'hui, c'est une loi européenne, certes, mais il y a de la latitude qui est quand même donnée à certains régulateurs. En France, on a la CNIL. Dans d'autres pays, c'est d'autres régulateurs. Ces régulateurs prennent des décisions qui offrent plus ou moins de souplesse sur la symétrie du consentement, par exemple, sur l'acceptation en bloc, sur le fait qu'on est obligé d'avoir un bouton « je refuse » à la première étape ou pas, etc. Donc, vous pouvez jouer un petit peu avec cette latitude que les régulateurs autorisent pour, en fonction des URL de destination, popper différentes versions de recueil de consentement. Ça tombe bien, je pense que dans cette liste-là, Acceptio, c'est un peu ce qu'on propose. Donc, dans la configuration, on ne va pas montrer aujourd'hui comment on construit ça, mais je vous propose de montrer clairement comment ça s'affiche sur les sites Internet. Beaucoup, je pense, en ont vu en naviguant ici et là notre widget. Donc là, on le voit par exemple sur le site de Madines, le site d'Afelou, de Cuisinella. Donc, vous voyez, à chaque fois, on est vraiment sur… On respecte la charte graphique, à la fois les couleurs, les typos. On fait même des illustrations custom personnalisées pour nos annonceurs. Là, on voit encore Itch, Mes Docteurs, Welcome to the Jungle ou encore PrestaShop. Donc voilà, donc ça, je pense que vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, on vous propose, je pense que le meilleur moyen de faire, c'est de choisir une CMP existante pour gagner du temps. Mais il y a un nouveau challenge qui arrive pour les marques depuis la mise en place de ces CMP. Si vous l'avez déjà fait, peut-être que vous êtes déjà dans ce petit challenge. C'est comment je maximise. Avant, on avait 100% de consentement. On avait les vieux bandeaux qui disaient en poursuivant votre navigation, vous acceptez les cookies. Donc, on lançait l'intégralité des services. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, on n'a plus 100% de consentement. On va avoir une déperdition. Et donc, plus elle est importante, plus ça peut avoir un impact sur le travail en interne. Et parfois même sur le business, parce qu'il y a des cookies publicitaires qui aident à driver du business. Et donc, comment je maximise mon taux de consentement et comment je continue du coup à utiliser au mieux les solutions tierces que j'utilise, les solutions d'analyse d'audience, qui souvent sont un peu pénalisées parce qu'on n'a plus son audience à jour. Comment je ne pénalise pas aussi mes solutions de relations clients ou de publicité. Et là, je vais vous donner un petit peu aussi en vrac quelques recettes pour un peu sauver vos cookies et vos dashboards. La première, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est attirer l'attention avec des images, un wording adapté. Par exemple, vous l'avez vu avec Cuisinella, c'est ici chez Cuisinella, on cuisine de délicieux cookies. Bien évidemment, c'est en lien avec les cuisines que vend Cuisinella. Avec Planet Oui, on avait mis un message avec Planet Oui, vous avez le choix de dire non. Voilà, c'est des petits wordings un peu sympas qui attirent l'attention, qui permettent d'interagir un peu plus avec le widget. Donc ça, c'est une première méthode. La deuxième méthode, c'est, encore une fois, ça rejoint la logique de transparence que j'évoquais tout à l'heure, c'est expliquer systématiquement le bénéfice utilisateur ou alors l'inoffensivité du cookie en question. Voilà, ça, c'est fait pour afficher un chat. Dites-le clairement, pour discuter avec nous. Ça, c'est fait pour afficher notre formulaire. Ça, c'est fait pour faire de l'A/B testing, ce qui signifie améliorer le site en continu pour le rendre toujours plus ergonomique pour vous, etc. etc. Donc, n'hésitez pas, oubliez le jargon technique, oubliez tout ce qui est tag, suivi, script, etc. Prenez un langage le plus compréhensible possible, parce qu'en plus, c'est ce que la CNIL vous demande. Ensuite, c'est, je pense, temporiser l'ouverture du widget de consentement, c'est-à-dire laissez le temps à vos utilisateurs d'arriver sur le site, de naviguer, et petit à petit, vous leur dites « Ah, bah voilà, salut, on est là, on peut faire ça, ça, ça et ça pour toi. » Ça te dit « OK pour moi. » Et ça devient beaucoup moins frustrant pour l'utilisateur. La quatrième des choses, c'est on doit demander un consentement quand on a de la donnée personnelle.
Dans le cas des cookies, c'est souvent l'IP hein, qui est collecté. Et grâce à une IP, on peut remonter jusqu'à un utilisateur. L'IP complète permet de remonter jusqu'à une maison et donc de savoir qui habite dedans, etc. Aujourd'hui, il y a plusieurs outils qui permettent d'anonymiser les données personnelles à l'intérieur. Alors, ça n'a pas été validé pour Analytics finalement. En revanche, il y a pas mal d'outils pour lesquels la CNIL ne s'est pas prononcée et pour le coup, ça semble jouable. De type Hotjar, par exemple, qui peut anonymiser les IP. Alors, ça n'anonymise pas l'intégralité de l'IP, mais ça anonymise souvent les 2 ou les 3 derniers octets de l'IP, permettant de lancer du coup, le service sans consentement. Ensuite, il y a une fonctionnalité qui est souvent intégrée dans les CMP, y compris dans Acceptio, c'est le fait de masquer un peu le recueil du consentement. Une fois qu'on a eu l'accord ou pas l'internaute, si on a eu son accord, on peut le garder pendant 13 mois. Et donc, après l'enregistrement des préférences, en masquant un petit peu ça, vous enlevez un petit peu la possibilité à l'internaute, vous lui rendez un peu plus compliqué la tâche de revenir sur son choix. Voilà, vous lui donnez toujours la possibilité de le faire, dans le footer, par exemple, ou dans votre politique de confidentialité, et ça permet d'enregistrer son consentement pendant un petit moment. Et ensuite, les 2 derniers points, c'est mettre en place de l'A/B testing, parce que un peu, vous faites de l'A/B testing. L'A/B testing, c'est tester différentes versions. C'est déjà pratiqué dans le web design et dans l'ergonomie d'un site. Hein. On peut tester 2 menus, 2 couleurs de boutons, et puis on voit 2 emails, et puis on voit lequel performe le plus. Et puis, une fois qu'on a eu les statistiques de performance, on touche en vrai sur la totalité de la base, celle qui performe le plus. Bon, le consentement aussi, on peut jouer avec ça. On peut faire plusieurs formes de widgets, plusieurs wordings, plusieurs images, plusieurs façons de faire. Et puis après, on regarde un petit peu les statistiques et puis on push la version qui a obtenu les meilleurs scores. Et on peut utiliser des paramétrages différents suivant les noms de domaine. Encore une fois, je disais qu'il y avait des latitudes permises par les régulateurs européens et même dans le monde. Si on est, par exemple, je prends le cas de PrestaShop, sur prestashop.it, on peut avoir une configuration qui est compatible avec le régulateur italien, sur prestashop.de, une autre version, etc. Et surtout, je vais terminer par ça, un utilisateur qui vient et qui dit « Oui, ok, j'accepte tous les cookies, c'est super pour vous », mais il y a quelqu'un qui dit « Non, merci, je ne les veux pas, donc aucun cookie n'est lancé ». Ce n'est pas forcément un nom définitif. Et là, on vous propose de voir une différente façon de faire du consentement, parce qu'on a l'habitude de le voir sur la homepage et puis c'est tout. Et puis après, voilà, on ne le met plus ailleurs, le consentement des cookies. Je pense qu'il faut le mettre un peu à différents endroits du site pour essayer de reprendre ce consentement petit à petit, et pas forcément sur tous les cookies, mais sur les cookies individuellement. C'est ce qu'on a appelé le consentement contextuel. Donc, ce que je dis, c'est que tout à l'heure, je vous disais, par exemple, je ne pense pas que beaucoup d'utilisateurs savent qu'en refusant les cookies, par exemple, ils s'enlèvent un chat. Quand il y a un chat, souvent, c'est un chat, c'est un module externe, donc c'est un cookie. Et donc, le chat est masqué à partir du moment où on n'a pas accepté les cookies. Moi, je pense qu'il faut le laisser allumer. Une vidéo YouTube, c'est pareil. Une vidéo YouTube, elle va être masquée. C'est dommage, ça va faire un petit trou dans votre site. Et puis, c'est un contenu multimédia intéressant. Vous avez mis du mal à créer. Donc, il faut qu'elle reste affichée, cette vidéo. Et donc, en fait, le consentement contextuel consiste à quoi? C'est de mettre, par exemple, là, il y a le cas d'un chat. Donc, la bulle de chat serait visible, mais c'est en quelque sorte une image, un PNG transparent qui est là. Mais si on clique sur cette image, on vient prendre le consentement pour Intercom. Et c'est après ce consentement que le module, finalement, se déclenche. On a aussi, par exemple, le cas d'une vidéo YouTube où on mettrait une image avec un play, mais c'est au clic sur le play que le consentement est demandé. Et ensuite, la vidéo est bien chargée depuis YouTube. Ça permet du coup de ne pas avoir un trou dans sa page. Un dernier exemple, 2 derniers exemples. Là, par exemple, c'est un formulaire de contact. Aujourd'hui, il y a beaucoup comme Acceptio, il y a beaucoup de gens qui utilisent des formulaires hébergés en externe, hein, par exemple depuis Pipedrive, depuis Salesforce, depuis HubSpot. Là, en l'occurrence, c'est un exemple d'HubSpot. Donc là, c'est pareil. Pour afficher le formulaire, hop, on vient activer le cookie HubSpot et c'est grâce à ce consentement qu'on vient charger le formulaire en arrière-plan. Et là, même pour les pixels qui ne sont pas forcément visibles en front, et ben en plus, on va dire c'est des cookies qui sont un peu les moins acceptés parce que c'est ceux qui vous suivent dans votre navigation au fil de votre navigation. Et donc là, on pourrait trouver plein de moyens importants, sympas, de faire accepter ce cookie-là. Là, en l'occurrence, on en a bien en exemple. Voilà, je veux cette paire de stickers.
et là, je vois qu'elle n'est plus en stock. Ah, zut, je ne peux plus l'acheter. Et bien, on peut dire, au lieu de revenir sur ce site et voir régulièrement si elles sont revenues, ce que je te propose, c'est de toucher l'actu sur ton fil Facebook dès que c'est disponible ou dès que j'ai des nouveaux modèles qui viennent d'arriver. Voilà, tout ça, ce sont finalement des méthodes qui permettent d'obtenir le consentement petit à petit sur la plupart des cookies que l'utilisateur aurait refusé au préalable. Et on peut même aussi, donc là, c'est ce qu'on a appelé le consent wall, contextual consent wall, consentement contextuel sur un mur. C'est-à-dire, OK, votre utilisateur dit non, mais au bon endroit, au bon moment, à partir d'un certain clic ou d'un certain niveau de scroll sur une page, on peut dire hey, tu as dit non à nos cookies ou tu n'as pas interagi avec notre widget de consentement, c'est pas grave, mais est-ce que ça te dérange un peu comme dans une boutique physique? Nous, on mesure notre audience, ça permet vraiment d'évaluer notre travail, de motiver notre troupe, ça ne change rien pour toi, mais on a quand même besoin de ton accord pour ça, tu es OK. Et donc, vous récupérez un petit consentement pour Analytics. Un autre exemple, et ce sera le dernier, après je repasserai la main à Samuel, c'est pour le marketing d'affiliation. Aujourd'hui, il y a les sites, en fait, quand on fait des partenariats avec d'autres plateformes, typiquement une marketplace qui va vous envoyer des leads sur votre site internet, et bien là, il y a un petit outil qui vous suit, qui permet de savoir déjà d'où vous venez, qui permet du coup de donner la commission à celui qui vous a envoyé le lead et de donner éventuellement la récompense. Souvent, c'est une petite remise aussi sur le produit que vous vendez à l'utilisateur. Bon, ça ne peut pas marcher sans cookie. Mais ça, c'est typiquement un bénéfice à l'utilisateur. Donc, si vous lui expliquez clairement que lui n'aura pas sa remise s'il n'accepte pas le cookie et qu'en plus, celui qui lui envoie, ce n'est pas juste pour lui parce qu'il n'aura pas non plus sa commission, eh ben, voilà, je pense qu'il aura plutôt tendance à vous dire ah oui, mais ça, je vais l'accepter, bien sûr. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on appelle le consentement contextuel. Et encore une fois, c'est basé sur un principe de transparence et d'explication et de contrôle. Ouais, ce qu'il faut juste pour aller dans ton sens, c'est que si la personne a refusé les cookies au chargement au bout de 5 ou 10 secondes, ça ne veut pas dire que c'est complètement perdu. Vous pouvez vraiment demander sur une vidéo YouTube ou sur un bouton de chat qui est effectivement un faux bouton, mais qui va permettre de redéclencher le widget Acceptio. En fait, il apparaît au début au bout de 5 ou 10 secondes par défaut, mais vous pouvez le redéclencher à travers une petite fonction JavaScript pour le faire remonter sur le consentement que vous souhaitez. Et ça, effectivement, c'est une des nouvelles fonctionnalités qui est là pour dire, il a refusé une première fois, mais en fait, il a juste refusé en bloc et ça peut arriver dans un second temps, ce consentement-là sur un pixel Facebook ou des choses comme ça. Je vais reprendre la main pour la troisième partie sur une partie plus procédure et mise en place. Il y a 2-3 questions, Kevin ou Laurent, sur lesquelles vous pouvez peut-être répondre dans la partie QR que vous pouvez reprendre. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, ok. Donc, je vais vous parler de quelques cas pratiques maintenant. Donc, en fait, il y a 2 choses dont je voulais vous parler qui étaient en fait tout ce qui est procédure, en fait, qui est ce que vous devez mettre en place dans votre entreprise pour permettre, par exemple, à vos utilisateurs ou vos clients de pouvoir supprimer les données. Toutes ces procédures, en fait, elles sont un petit peu demandées par la CNIL pour pouvoir, on va dire, structurer les choses dans votre entreprise. Donc, on peut imaginer, par exemple, qu'un utilisateur, il est dans votre base de données parce que il vous a contacté via un formulaire de contact ou parce qu'il s'est tout simplement inscrit sur votre site où il utilise vos services. Cet utilisateur, il peut tout simplement vouloir sortir de votre base parce que il y a des données personnelles et ça fait partie des choses que demande le RGPD, c'est qu'il puisse maîtriser ces données. Donc là, il y a plusieurs façons de faire sortir un utilisateur de votre base de données. Soit il peut le faire directement depuis votre solution SaaS. Il y a quelque chose de supprimer mon compte qui supprime complètement les données de l'utilisateur de vos bases, ou qui peuvent être tout simplement anonymisées parce que si vous avez un besoin de conserver une ligne parce que c'est une ligne de facture, des choses comme ça, on ne peut pas supprimer brutalement une ligne en base de données, mais c'est possible de l'anonymiser. Ou il peut tout simplement, l'utilisateur, vous contacter pour supprimer ces données. Donc ça, par exemple, c'est une procédure qu'on appelle le droit à l'oubli. Et cette procédure, en fait, il faut qu'elle soit structurée chez vous parce que c'est plus simple à utiliser. Donc, un exemple de procédure, c'est il y a un utilisateur qui va vous dire vous avez mes données personnelles et je ne souhaite pas être adhérer à vos services. Donc, il va peut-être vous contacter. Et il a une procédure type qui peut en fait tout simplement se traduire par
un document dans votre entreprise ou des choses comme ça va être d'accuser la réception de l'utilisateur en lui adossant un délai de traitement. Alors ce délai de traitement, je l'ai mis à 72 heures là par exemple, mais il peut être plus court ou plus long selon dire la structure, mais il faut que vous puissiez informer votre utilisateur. Donc une fois que ça c'est fait, bah, vous allez peut-être dans cette procédure informer votre équipe technique, donc ceux qui gèrent le site internet, la base de données, d'anonymiser la donnée ou de la supprimer de manière globale. Et idéalement, cette procédure, enfin, cette partie-là, elle est structurée. Donc, ça peut être via un formulaire interne, via une fiche navette ou je ne sais quoi qui correspond à la structure de votre entreprise pour pouvoir demander cette anonymisation, cette suppression des données. Forcément, bah, l'équipe technique qui va suivre la procédure va agir et faire cette suppression, cette anonymisation et va vous renvoyer une confirmation de suppression, par exemple, pour que vous puissiez informer l'utilisateur que ces données personnelles sont supprimées de votre entreprise. Donc, toutes ces procédures-là, en fait, c'est important de les avoir parce que, en fait, l'intérêt de la procédure, c'est qu'elle fixe un cadre pour le traitement de vos données et ça permet en fait de respecter une chronologie, une logique dans ce qu'on voyait là juste avant sur le droit à l'oubli. Les utilisateurs ont le droit de vouloir sortir de votre base, en fait, c'est comme ça. Donc, il faut juste faciliter toute cette démarche-là pour votre utilisateur final. Et ce qui est vraiment important dans une procédure aussi, c'est que, en fait, comme elle est documentée, elle peut être transférée à d'autres collaborateurs parce qu'elle est écrite sur un document et elle peut être appliquée à plusieurs personnes. Comme ça, si demain, bah, vous qui gérez cette procédure-là, vous êtes en congé, vous n'êtes pas là ou vous êtes tout simplement parti de leur entreprise, il faut que d'autres collaborateurs puissent gérer cette suppression des données. Donc, il y a quelques procédures à avoir que vous pouvez retrouver sur le site de la CNIL pour pouvoir gérer les données personnelles de façon la plus transparente possible. Donc ça, c'était un peu un point sur les procédures. Et il y a un deuxième sujet qui est autour de Acceptio et de cette mise en place de gestion des cookies. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous voyez le petit widget que vous a présenté Laurent ou Kevin qui permet de gérer le consentement de vos utilisateurs. On peut l'intégrer à travers un outil qui s'appelle Google Tag Manager. Et l'intérêt en fait de l'intégrer via un outil de gestion de tag, donc en fait Google Tag Manager est ce qu'on appelle un outil de gestion de tag. Donc en fait le widget Acceptio c'est un tag, donc c'est un petit bout de JavaScript que vous allez mettre sur le site internet, comme le Facebook Pixel ou comme le code Analytics pour suivre votre performance. Et plutôt que le mettre en dur dans le code, en fait, on va plutôt utiliser un outil comme Tag Manager. Donc, il y en a d'autres sur le marché, mais celui-là est assez répandu. Et l'intérêt, c'est que d'utiliser un outil gestion de tag, c'est que vous allez redonner de l'autonomie à vos équipes marketing par rapport aux équipes techniques. C'est-à-dire que comme on est plutôt sur une solution en ligne SaaS que je vais vous présenter tout à l'heure, toute l'implémentation se fait pas en dur dans le code, mais se fait plutôt dans une interface en ligne. Et ça facilite les données, puis ça rebascule un petit peu le travail à faire sur les équipes marketing. Ça ne veut pas dire qu'on doit confronter les équipes, parce qu'il faut que les équipes techniques puissent donner de l'information, mais c'est juste une notion de qui fait quoi. Et l'intérêt aussi d'utiliser un outil de gestion de contenu, on a beaucoup de nos clients qui ont plusieurs sites internet, qui ont beaucoup de projets, qui ont en général le même plan de tagage. Vous pouvez capitaliser sur vos conteneurs, c'est-à-dire que tout ce qui est mis en place, c'est exportable et réimportable dans les projets, donc vous n'avez pas à refaire 50 fois les mêmes choses. Il y a une capitalisation intéressante là-dessus. Pour vous présenter les quelques étapes, par exemple, de l'intégration du widget d'Acceptio sur votre site web, donc vous allez récupérer un code le code du widget Acceptio qui va être mis en place dans ce fameux Google Tag Manager. Et ce que je vais vous présenter, c'est que en fait, Acceptio, justement sur la liste des différents cookies, donc imaginons que vous avez un Facebook Pixel et Google Analytics, va les mettre à disposition de Google Tag Manager pour savoir si l'utilisateur a accepté ou pas le consentement. Et on va pouvoir voir ensuite les quelques déclencheurs qu'il y a sur ces consentements-là pour pouvoir en fait afficher un Facebook Pixel ou déclencher le code Google Tag, enfin pas Google, le code Analytics selon les choix de vos utilisateurs. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va avoir en fait cette variable du data layer que je vais vous présenter juste après, qui s'appelle les vendeurs autorisés. Donc en gros les cookies qui sont autorisés par l'utilisateur. Et en fait, selon l'événement qui va se passer et selon l'exception qu'on va pouvoir vérifier. Donc, si il y a par exemple mon Facebook Pixel qui est dans les vendeurs autorisés, je vais pouvoir déclencher ma balise
et s'il n'est pas autorisé, j'aurai une exception là-dessus. Donc là, c'est un peu théorique, mais vous allez voir dans la partie pratique, c'est beaucoup plus simple. Donc la première étape, en fait, lorsque le widget d'Acceptio est chargé, il envoie un événement qui s'appelle Acceptio Update, en fait. Et cet événement, il met à jour le data layer dans Tag Manager, et vous avez ici la liste, en fait, des différents consentements de l'utilisateur. Donc, on a du YouTube, du Content Square, du iAdvise ou du Google Analytics. Donc, on va pouvoir savoir que l'utilisateur a accepté tous ces pixels-là. Donc, on va pouvoir les déclencher. Et ça, c'est assez clé parce que, du coup, c'est Acceptio qui va nous dire ce vendeur-là et ce vendeur-là, ils sont acceptés et celui-là, ils ne le sont pas acceptés. Et tout ça, c'est stocké dans une variable qui s'appelle Acceptio Authorize Vendor. Donc ça, c'est la première étape. Donc à chaque fois qu'une page va être chargée, vous voyez, là, on a une page qui est chargée et juste après, il y a cet événement d'Acceptio qui remonte dans Tag Manager. Vous allez être au courant de quels sont les différents pixels autorisés. Donc cette variable data layer, elle est présente tout le temps et je vais pouvoir regarder dans cette variable-là ce qui est autorisé. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en fait dans la deuxième étape, mais qu'on va revoir aussi en détail juste après, un événement qui va être une exception. Donc en fait, pour tous les événements, si le vendeur, enfin si par exemple le Facebook Pixel n'est pas dans la liste, alors on va pouvoir créer une exception sur cet événement. Donc en fait, là, vous avez un screenshot en fait d'un événement qui est, alors le point étoile en fait, c'est une expression régulière pour dire tous les événements, s'ils ne contiennent pas le Facebook Pixel, alors je vais pouvoir bloquer. C'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur va faire une action sur mon site internet, je vais déclencher par exemple le Facebook Pixel d'une page vue, sauf si il n'y a pas Facebook Pixel dans mes vendeurs autorisés. Et c'est comme ça qu'en fait, on va pouvoir gérer le consentement de nos utilisateurs et le déclenchement de nos différents tags à travers Tag Manager. Donc la dernière étape va être de dire sur par exemple un ajout au panier ou une page vue comme je le disais, je la déclenche sauf si le Facebook Pixel n'est pas autorisé. Et tout ça, en fait, on peut le faire directement dans Tag Manager et ça vous permet d'avoir complètement la main, vous, sur une partie marketing pour la gestion de ces différents tags. Donc, si vous avez une nouvelle plateforme que vous voulez intégrer, vous êtes 100% opérationnel sans forcément d'intervention de votre équipe technique. Donc, ce qu'il faut juste faire attention sur le déclencheur, en fait, c'est que ça ne peut pas marcher ça ne fonctionne pas en fait sur les pages vues parce qu'en fait, le data layer n'est pas encore à jour à ce moment-là. Donc, il faut attendre qu'il y ait un premier événement qui s'appelle Acceptio Update puisque c'est lui qui va charger les cookies qui sont autorisés. Donc, il faut faire un petit peu attention lorsque vous faites la mise en place de cette de vos tags, c'est qu'il faut que le data layer soit à jour, donc l'événement Acceptio Update. Donc, je vais vous montrer ça, si vous voulez, tout simplement avec un Facebook Pixel. Donc, j'ai ici, c'est Tag Manager, donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le fonctionnement. Donc, la première chose qu'on va travailler en fait quand on veut mettre en place notre plan de tag, c'est qu'on va créer en fait tout simplement ici une variable, on va dire, enfin, qui est définie par l'utilisateur. Donc, c'est dans la partie variable. Et j'ai cette fameuse variable de data layer, donc, qui s'appelle en français variable de couche de données, qui s'appelle Acceptio Authorize Vendor. Et ça, en fait, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de savoir quelle est la liste des vendeurs qui sont autorisés. Donc, dès qu'il y aura un événement Acceptio Update, je vais savoir, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans cette balise-là. Si je regarde juste pour vous montrer en mode debug, ici, dans mon Acceptio Update, si je vais dans la partie data layer, j'ai ici la liste, cette fameuse variable-là, avec mon fameux Facebook Pixel qui est autorisé sur cet exemple-là. Donc ça, c'est la première étape pour savoir quels sont les vendeurs qui sont autorisés. La deuxième étape qu'on va avoir, c'est de créer en fait ces fameuses exceptions. Donc en fait, si je vais dans la partie déclencheur, je vais créer une exception pixel par pixel. Donc là, j'ai créé l'exception pour l'événement Facebook. Donc j'ai un événement personnalisé aussi. Donc par exemple, dès qu'il va y avoir un événement, on va vérifier si le Facebook Pixel est présent ou pas dans ces fameux Authorize Vendor. Et c'est cette exception-là en fait qui va me permettre de bloquer l'événement d'un ajout au panier ou d'un chargement de page tout simplement. Donc, il faut évidemment le faire pixel par pixel, puisque là, je vérifie Facebook Pixel, mais j'aurai la même chose sur un Google Analytics ou un HubSpot ou des choses comme ça. Donc ça, c'est la deuxième étape de configuration à faire. Donc, j'ai fait des premières variables ici, et je vais avoir une exception pixel par pixel. Et tout simplement, en fait, dans la partie balise, vous avez ici, en fait, votre Facebook Pixel. Donc,
qui va se déclencher. Donc, ce que j'ai fait là, au lieu de mettre le Facebook Pixel, j'ai mis juste une alerte et qui va se déclencher sur un événement qui serait l'Acceptio Update, en fait, qui est le premier événement qui va se charger une fois que la page est vue. Et je vais lui mettre une exception. Si il n'y a pas le Facebook Pixel, alors tu ne te déclenches pas. Et en fait, c'est cet élément-là qui est clé pour pouvoir en fait autoriser le déclenchement d'un cookie ou pas. Donc, je suis en mode preview. Donc, vous allez voir ici, hop, si j'ai toujours gardé mon mode preview, donc j'ai une page ici avec mon petit widget Acceptio qui est ici, et j'ai ici un choix en fait de Facebook Pixel et de Google Analytics. Donc, aujourd'hui, j'ai rien autorisé. Donc, lorsque je charge cette page-là, ici, hop, je vais juste l'actualiser. On regarde ici, en fait, j'ai dans les tags qui ont chargé, je n'ai pas du tout mon Facebook Pixel. J'ai d'autres champs qui sont chargés, mais j'ai pas du tout mon Facebook Pixel puisque par défaut, il est bloqué. Vous pouvez voir ici que sur mon Acceptio Update, en fait, il n'a pas chargé. Il n'a pas chargé tout simplement parce que en fait, cette exception était bien là. Donc en fait, je n'ai pas mon fameux Facebook Pixel dans la partie vendeur autorisé. Donc vous voyez que là, elle est complètement vide. Lorsque j'actualise ici et que je choisis les consentements que je souhaite, lorsque je vais valider ici, vous allez voir qu'en terminant, il y a un nouvel événement qui s'appelle Acceptio Update qui va être chargé et qui va faire une alerte. Donc si je clique ici, vous voyez, j'ai une alerte en fait sur le Facebook Pixel qui est chargé parce que en fait ça vient de le déclencher. Donc si je clique sur OK parce que mon Facebook Pixel est chargé, là si je remonte sur mon Acceptio Update, j'ai mon data layer qui a été mis à jour ici avec mon fameux Facebook Pixel. Et sur cet événement-là, du coup, en fait, il a été chargé puisqu'il est autorisé. Si je regarde, en fait, j'ai autorisé le pixel Facebook. Donc là, c'était pas vraiment un pixel Facebook, hein, j'ai juste mis une petite alerte pour l'exemple, mais c'est comme ça, en fait, que vous pouvez intégrer Acceptio simplement sur votre site web en ayant une notion de vendeur autorisé, d'exception. Et après, ce qui est très simple, c'est que vous gardez votre plan de tag sur lequel vous ajoutez uniquement des exceptions. Donc ça, c'est l'implémentation qui est la plus simple à faire sur la mise en place d'Acceptio avec Tag Manager, à la fois sur des chargements de pages. Donc, vous allez utiliser sur un événement qui s'appelle Acceptio Update, qui arrive juste après le chargement de la page, ou vous pouvez tout simplement aussi l'utiliser sur un clic d'un utilisateur qui va s'appeler peut-être le Add to Card. Et là, en fait, vous le faites sur un événement qui est vraiment custom, donc qui peut être envoyé à travers le data layer, là, qui s'appelle Add to Card. Et ici, en fait, mon déclencheur n'est pas vraiment à jour. Il faudrait que je rajoute ici une exception sur le fait que, par exemple, pour GA4, c'est Google Analytics, que le vendeur Google Analytics soit validé par mon utilisateur. Ce qui permettrait de faire une exception et de ne pas avoir les infos qui sont transmises à Google Analytics si mon utilisateur n'a pas accepté Google Analytics en l'occurrence. Voilà comment on peut intégrer les pixels et les différents pixels sur Facebook. Donc, pour la mise en place, en fait, ce qui est vraiment pratique avec un tag manager ou une outil de gestion de tags, c'est que il faut déjà avancer pixel par pixel parce qu'il ne faut pas vraiment tout configurer au début et se dire j'espère que ça va marcher. Avancez-le au fur et à mesure. Une fois que vous avez la bonne mécanique sur un pixel, vous pouvez continuer et le mettre en place sur les autres. Utilisez surtout le mode preview et le tag assistant. Donc, le tag assistant, c'est vraiment ça, c'est extrêmement pratique pour savoir qu'est-ce qui est chargé selon quel événement. Là, vous avez tout ce qui se passe sur votre page et vous pouvez descendre sur chacun d'événements, chacun des clics de vos utilisateurs et voir les tags qui sont chargés ou qui ne sont pas chargés. Et après, vous pouvez bien entendu, ce que je vous ai dit là tout à l'heure, de ne pas confronter, d'être autonome entre l'équipe marketing et l'équipe technique. Ça ne veut pas dire qu'il faut les confronter. L'équipe technique, elle peut accompagner, elle peut pousser des événements dans le data layer, notamment ce fameux add to card là, pour pouvoir déclencher un clic sur un bouton ou des choses comme ça. Donc, il faut vraiment travailler avec eux pour que le site internet puisse remonter toutes les informations qui vont bien dans un outil comme Tag Manager et qui, lui, va s'occuper de dispatcher les différents événements aux différentes balises que vous voulez mettre en place. Donc, ça ne se fait pas simplement, il faut le tester, il faut avancer et il faut le travailler.
Donc voilà, sur une mise en place en fait de la gestion de consentement et de gestion des cookies, comment vous pouvez le travailler à travers Tag Manager. L'idée, c'est aussi de sortir tous les scripts qui sont en dur dans les footers ou dans les headers de vos pages pour pouvoir le structurer comme il faut. À ce propos-là, on organise la semaine prochaine, donc le 2 juin, une masterclass sur laquelle on va faire cette mise en place-là sur vos différents projets. Donc, si vous êtes actuellement dans cette configuration-là de mise en place de votre plan de tag et de gestion des cookies, on l'organise, donc ce sera en ligne de 9h à midi le 2 juin, enfin le mercredi prochain. Donc vous pouvez vous connecter sur chooseit.com/masterclass et l'objectif c'est que vous ayez un coach qui vous accompagne sur la mise en place de votre plan de tag à travers Tag Manager sur votre site internet. Donc c'est par groupe d'une dizaine avec un coach à chaque fois pour vous accompagner. Donc vous avez ce lien-là sur lequel vous pouvez vous connecter. Deuxième point, si vous n'êtes pas sur la première URL, si vous avez quelques minutes, Alice va vous mettre le lien dans le chat. Donnez-nous votre avis sur ce webinaire, sur les différentes questions que vous avez. Ça nous sert vraiment à structurer à la fois sur ce sujet-là comment on peut l'améliorer et bien entendu aussi si vous avez des idées d'amélioration en termes de timing, en termes d'horaire ou en termes de sujets tout simplement que vous souhaitez qu'on traite, n'hésitez pas à le faire remonter dans les avis. Ça nous aide à structurer le plan des prochains webinaires. Donc, si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas à nous faire un retour, ça nous aide vraiment. Et je vous propose qu'on passe, alors s'il reste quelques questions-réponses à vos différentes réponses. Donc là, on ouvrira un petit peu les micros sur les différents sujets. Je pense qu'il y avait pas mal de questions dans les questions-réponses. Puis n'hésitez pas par le chat, on va essayer de les prendre une par une pour pouvoir en discuter. Ok, donc on va les prendre dans le chat. Je vais repasser ça. Alors Laurent, tu veux parler un peu? Ouais, il y a des. Attends, je sais pas où sont. T'as répertorié où les questions, Alice? Dans la discussion. Il y a une section QA, ouais. Ouais. Écoutez, je vous propose de les descendre. Enfin, dès que vous lisez une question auquel vous pouvez répondre, n'hésitez pas. Alors, j'en ai vu une. La première, c'était lié, est-ce qu'on peut gérer le consentement dans ces CGV, je crois. Donc ça, non, ce n'est pas le cas. On évoque toutes les notions de consentement, tout ce qu'on fait dans une politique de confidentialité. Ça, c'est effectivement, on a un document à côté, à part, hein, l'un n'empêche pas l'autre. On doit avoir quand même ce recueil de consentement cookie. Et puis, dans la politique de confidentialité, on redétaille de manière globale, mais de manière plus écrite, quoi, l'ensemble des cookies qui sont utilisés, etc. Mais pas que, il y a aussi pour les autres canaux marketing, hein, pour ce qui est du phoning, les newsletters, les envois de courriers postaux, de magazines, etc. Donc, c'est un document qui récapitule tout ça, qu'on ne fait pas encore chez Acceptio. Il y a d'autres services qui le proposent, mais le petit spoiler, nous, on va effectivement sortir une fonctionnalité qui va permettre de faire une politique de confidentialité à partir de la configuration Acceptio. Donc, en fait, on fera le travail qu'une fois et ça sera la possibilité de générer sa politique de confidentialité à partir de tout ce qu'on a configuré au préalable. La deuxième, d'autres questions, j'ai vu que les stats accessibles dans le dashboard Acceptio. Alors ça arrive. C'est dans la roadmap, c'est en cours, l'équipe de Kevin est dessus et on vous fera signe dès que ça sera disponible. Pour le moment, on donne les stats un peu manuellement aux clients qui en font la demande, mais c'est vrai que ce n'est pas pratique pour nous. Donc, on va sortir une section KPI dashboard dans le back-office de chaque projet. Après, c'est des questions un peu plus techniques, je crois. Peut-être tu peux prendre, Kevin. Oui, attends, alors, est-ce que c'est dans le chat? C'est laquelle? Alors, tu as une partie QA aussi, mais Ouais, effectivement, il y a pas mal de questions. Ouais, parce que je suis dans le QA. Attends, il faut que je regarde le chat. Message de tac, tac, tac. TGV. C'est laquelle? Est-ce que ça concerne celle sur l'A/B testing? Sur l'A/B testing,
Ouais, j'essaie un petit peu de suivre parce que là, j'étais vraiment dans le QA et là, je ne sais pas à quelle question on en était. Bah, sur l'A/B testing, pour répondre un petit peu là-dessus, aujourd'hui, bah, il y a cette feature qui va arriver de savoir qui a dit oui et non, donc vous pourrez avoir des infos là-dessus. Et après, ce A/B test, il peut tout simplement effectivement se gérer à travers, par exemple, un tag manager avec une première fonction random qui va afficher tel ou tel widget. Et justement, vous aurez un peu des statistiques sur le widget, mais le seul besoin pour finaliser, c'est que cette fonctionnalité on va dire de oui ou non, enfin sur le consentement sorte dans les KPI pour que vous puissiez vraiment tester. Mais la feature à proprement parler d'A/B test, elle peut se faire à travers un petit bout de JavaScript personnalisé que vous allez mettre dans Tag Manager pour appeler tel ou tel widget. Donc ce sera différent avec un petit random là-dessus, quoi. Si vous en avez deux, vous faites un random de 1 sur 2 et vous affichez le widget A ou B et vous pourrez voir au bout de quelques jours ou quelques semaines, selon le trafic que vous avez, lequel est le plus performant. Pour Julien, sur le fait que GTM a installé un cookie, oui. Après, il n'y a pas de données personnelles dans ces cookies-là, donc on est plutôt proche d'un cookie fonctionnel, donc il n'y a pas de mise en place enfin de recueil de consentement, parce qu'effectivement, sinon ce serait impossible de gérer cette partie-là. Ouais, et j'ajouterais qu'il faut bien savoir que tous les cookies ne requièrent pas un consentement. Certains sont exemptés de consentement. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur le site de la CNIL, mais certains cookies dits fonctionnels, par exemple, et qui ne collectent pas d'informations personnelles, ne permettent pas d'identifier de manière unique un utilisateur, ne requièrent pas de consentement, ce qui est potentiellement le cas de Google Tag Manager. Moi, j'ai vu une question relative au reCAPTCHA de Google. Une très bonne question. Donc, le reCAPTCHA, c'est ce petit anti-spam en module fourni par Google qui permet de vérifier qu'on est un humain, que ce n'est pas des robots qui viennent simuler des interactions. Donc, ça, beaucoup de gens l'utilisent. C'est une très bonne question. Est-ce qu'on a besoin d'un consentement pour ça? C'est un outil Google, donc il y a des trucs qui voyagent un peu dedans. Et effectivement, aujourd'hui, on doit avoir un consentement pour le reCAPTCHA. Et souvent, en fait, c'est un peu embêtant parce que c'est lié à une inscription. C'est lié à un formulaire. Donc, si on ne peut pas valider l'inscription tant qu'on n'a pas le consentement de reCAPTCHA. Donc, c'est un peu embêtant. Jusqu'à présent, Google a évoqué le Privacy Shield pour dire, ben voilà, nous, on est réglo avec le Privacy Shield. Sauf qu'entre-temps, le Privacy Shield a été invalidé en France par le régulateur et par la cour d'appel. Et donc aujourd'hui, c'est le Privacy Shield n'est plus une raison valable pour fournir des données hors UE. Et donc aujourd'hui, nous, on invite nos clients à basculer sur des alternatives au reCAPTCHA. Il y en a plein. Je ne sais pas, peut-être que tu peux en donner d'autres. Il y a Honeypot, il y a Skillet, il y a Visual Captcha et il y a CleanTalk. Et voilà, donc tout ça, c'est des reCAPTCHA, des CAPTCHA qui sont fournis par d'autres solutions qui sont RGPD friendly. Voilà, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne les enlèvent pas, ces reCAPTCHA. Hein. Il n'y a pas eu d'amende aujourd'hui sur quelqu'un qui a laissé un reCAPTCHA sans consentement sur son site. Après, si vous voulez faire les choses bien, effectivement, il faut basculer sur une solution tierce dans l'attente, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Hein, même, voilà, les campagnes Facebook, tout ce qui est lié à Google ou Facebook, ou tous les acteurs de la Silicon Valley, aujourd'hui, c'était lié au Privacy Shield, aux accords qu'il y avait entre l'Union européenne et les États-Unis. Là, aujourd'hui, cet accord-là ne tient plus. Donc, pour l'instant, on est un peu dans le flou juridique. Donc, dans l'attente, voilà, on bascule sur d'autres solutions. Ça vous a coupé la parole? Non, on t'a écouté, c'était incroyable. Intéressant, hein. On a déployé Matomo, mais on aimerait conserver une vision plus exhaustive d'Angea. En fait, vous pouvez, c'est pour Alexandre Tessier, vous pouvez faire enfin, un plan de tag avec plusieurs outils d'analyse d'audience. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir Matomo et Analytics aussi, qui va peut-être être soumis à validation de vos utilisateurs, mais vous pourrez ensuite comparer les stats. Ce qui va être compliqué, c'est que vous allez comparer, enfin, si on parle d'une audience pure et dure, ça va être compliqué de comparer Matomo sur lequel vous allez pouvoir le charger à chaque fois et Analytics sur lequel vous avez besoin d'un consentement utilisateur. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que le ratio, donc le taux de transformation entre une mise au panier ou un achat, si c'est un site e-commerce, est globalement censé être le même puisque c'est juste un volume d'utilisateurs qui va être différent, mais qui peut être, qui peut avoir les mêmes ratios. Quoi. Ce que je peux dire aussi en complément de ce que tu dis, Samuel, c'est que AT Internet ou Matomo permettent des imports de données de GA.
Et donc, en fait, on reprend déjà l'historique. Et en plus de ça, ces deux solutions, quand même, elles sont assez complètes. Et quand vous dites voilà, une vision plus exhaustive, c'est que oui, il y a des solutions qui sont RGPD friendly, mais qui sont très sommaires, de type plausible ou l'autre, c'était quel Piwik, enfin voilà. Mais là, pour le coup, il y a des solutions qui sont quand même assez costauds comme GoAnalytics et qui permettent des imports des données de GoAnalytics. Donc, c'est pas mal. Putain, il y a beaucoup de questions. Je vois une question rapidement sur la possibilité de personnaliser le délai d'apparition en fait, du widget Acceptio. Oui, ce délai est complètement personnalisable et il n'y a pas vraiment de contrainte d'un point de vue législation à ce niveau-là. Ouais. Après, ça peut être intéressant un petit peu comme les pop-ins de newsletter, d'attendre un peu que l'utilisateur justement ne soit pas un utilisateur rebond. Après, il ne faut pas non plus trop attendre parce que un petit peu dans les bonnes pratiques de pop-in de newsletter, si vous attendez, je sais pas, 30 secondes, l'utilisateur est en train de lire l'article et vous venez on va dire, le gêner dans sa lecture à ce moment-là. Donc, des choses comme 3, 4, 5, 10 secondes sont bien. Si vous le faites au bout de 30 secondes, en fait, la personne lit peut-être votre article ou est dans un acte d'achat et vous venez lui rajouter quelque chose par-dessus et c'est là que vous le dérangez à ce moment-là, quoi. Mais ça peut se configurer directement dans le back-office, quoi. Je vois une question de Génia concernant la synchronisation des taux d'opt-in avec Google Data Studio. Bon, ça, c'est clairement une super feedback qu'on peut étudier pour potentiellement le mettre dans une roadmap. Alors, je sais que peut-être en intégrant Acceptio avec le Google Consent Mode et qu'après le Google Consent Mode est, à mon avis, lié à l'autre outil de Google intitulé Data Studio, peut-être qu'on peut déjà le faire, mais je ne l'ai jamais fait pour ma part et pour le coup, on n'a jamais parlé encore. Ça te dit quelque chose, Kevin, toi? Là, comme ça, non, ça ne me parle pas. Voilà, donc on va regarder, c'est une bonne suggestion. Et pour Sabine, là, qui gère la procédure, alors idéalement, il y a une personne qu'on va appeler DP, enfin qui est le DPO, qui est la personne en charge de la gestion des données personnelles. Donc c'est lui peut écrire, enfin peut être responsable de cette procédure. Mais après, ça peut être tout simplement être les équipes internes qui travaillent sur la procédure de droit à l'oubli. Enfin, c'est les gens qui sont dans le métier aussi, qui vont pouvoir l'alimenter et la faire évoluer, la faire vivre. Donc il y a une personne qui est responsable, mais toutes les équipes peuvent participer à cette gestion des données personnelles, quoi. C'est pas forcément que le marketing, c'est vraiment tout le monde peut y travailler, quoi. Moi, j'ai une question, c'est une réponse liée à plusieurs questions. Il y en a qui disent, voilà, j'ai vu ça sur tel site, et ça ne me paraît pas conforme, etc. Et c'est sur votre solution Acceptio. Alors, ça reste une solution sur étagère. Donc, le setup, le paramétrage est effectué par l'utilisateur lui-même. Et donc, effectivement, une mauvaise configuration pourrait donner lieu à une non-conformité. Si on met un cookie en informatif alors qu'il devrait être soumis à un consentement, par exemple, parce que ça nous arrange, parce qu'on veut le lancer coûte que coûte, parce que celui-là est super important pour nous. Bon, ben, voilà, et effectivement, quelques clients, nous, quand on les voit, on le signale, hein, bien évidemment, au client. Après, c'est le client qui a son compte, qui fait lui-même sa configuration. Donc, après, c'est à sa charge de respecter un peu les exigences du régulateur dans lequel, en question. Donc, peut-être que ce qu'il fait peut être autorisé dans un autre pays, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses parfois qu'on voit effectivement qui ne sont pas très conformes. Et quand on le voit, on le signale. D'où l'intérêt de passer par son agence ou de valider ça avec son agence ou avec ses juristes, etc. Pour bien vérifier que la configuration qui a été publiée en ligne est correcte. Après, il y a deux, trois questions qui ne sont pas très claires. C'est Marine, est-ce la configuration de base? Je ne sais pas. Et comment on peut gérer ça enfin, est-ce qu'on peut tout gérer directement dans Acceptio? Il nous faudrait un peu plus de contexte sur vos différentes questions pour pouvoir vous répondre. Ensuite, il y a sur les retours sur l'impact des visiteurs, baisse de trafic, avec la mise en place des exceptions des cookies contextuels, et la meilleure stratégie à mettre en place.
Là, il faut voir, on va dire, selon la cible un peu et selon vos projets. Mais je pense que le discours de Laurent est d'être le plus transparent possible sur pourquoi j'utilise tel cookie ou tel service et de le présenter de façon à la fois transparente et claire, et sera la meilleure fonctionnalité pour avoir un taux d'acceptation de cookies contextuels au mieux. Après, il ne faut pas forcément souhaiter que tous les cookies soient acceptés. C'est effectivement, comme on le voyait sur un chat ou un Facebook Pixel, c'est rajouter, et c'est là qu'en fait l'enjeu va se faire aussi sur cette personnalisation, c'est que l'utilisateur puisse vraiment, avec ce marketing contextuel, charger tel ou tel cookie et arriver au bon endroit plutôt que d'avoir merci d'accepter le cookie et d'avoir une liste longue comme le bras si vous êtes sur des gros sites e-commerçants. Et que se passe-t-il quand un événement intervient avant l'Acceptio Update? Alors, Vanessa, il faudrait voir sur le cas échéant si on peut utiliser. L'idée juste du Acceptio Update, c'est que il met à jour les vendeurs autorisés. Après, on peut tout à fait imaginer le placer sous forme de cookies fonctionnels, les vendeurs qui ont été autorisés, et le faire une mise à jour de ce cookie-là pour pouvoir en fait y accéder avant l'Acceptio Update. C'est-à-dire que dès qu'il y a un Acceptio Update, on pourrait écrire tout à fait un cookie fonctionnel avec la liste des vendeurs autorisés, et ce cookie sera accessible dès le chargement de la page. Donc, vous pourriez l'utiliser aussi comme ça. C'est un peu plus de manipulation à faire, mais ça pourrait totalement être géré comme ça, quoi. Et on n'est pas obligé de passer par un groupe de déclencheurs. On peut le faire justement en utilisant un cookie. Ça peut, vous pouvez écrire des cookies sur votre site internet qui sont fonctionnels avec la liste de ces fameux vendeurs autorisés pour éviter de le redemander sur un Accept Update à chaque fois, quoi. C'est ce qui est fait notamment pour le Google Consent Mode. En fait, il est enregistré, il y a un template sur ça qui permet d'enregistrer soit dans un cookie, soit dans une session. Ou vous pouvez le mettre effectivement dans le local storage aussi, les vendeurs autorisés, comme ça vous y accédez directement sur le navigateur. Je vois une question de Julien vis-à-vis de la possibilité d'avoir une solution listant l'ensemble des cookies présents sur un site. Je vais la prendre celle-ci, étant donné que c'est un sujet sur lequel on travaille depuis maintenant un mois et sur lequel on fait une bonne avancée. Donc, on est en train de voir pour mettre à disposition soit une extension Chrome ou soit un service dédié qui vous permettra de rentrer l'URL de votre site et où un scan automatique se fera et un rapport sera généré listant l'ensemble des cookies présents sur le site, leur fonction et par quelle entité la dépose. Et ce qui devrait du coup vous aider dans la mise en place, par exemple, d'Acceptio sur votre site. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser, pour l'heure, il y a la CNIL qui a publié un outil qui s'appelle DataVis. C'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur et qui permet de lister ça. Il y a des solutions aujourd'hui existantes. Il y a pas mal d'extensions Chrome qui font le job. Nous, on recommande par exemple Goodwiz. Peut-être tu peux le mettre en lien dans la conversation, Kevin. Ça fait le job. Alors, ça cite pas simplement tous les cookies, mais ça cite tout ce qui est utilisé sur le site internet, mais les cookies sont clairement identifiés. Après, il y a l'inspecteur aussi. On peut simplement aller dans l'inspecteur du site internet. Mais bon, on passe un petit peu à côté de certains trucs parfois, parce que certains cookies se lancent que sur certaines pages, donc il suffirait qu'on ne soit pas sur la bonne page et que du coup, on n'ait pas l'exhaustivité des cookies. Donc voilà, c'est un peu compliqué, parce qu'aujourd'hui, les cookies sont installés par plusieurs moyens. Ils sont soit en direct dans le code, soit ils sont installés via des modules, soit ils sont installés via Google Tag Manager. Donc, pour tous les recenser de manière exhaustive, c'est quand même un petit challenge. Mais bon, on travaille dessus. Mais il y a un petit article sur le blog, puis Kevin va vous donner le lien d'extension de Chrome Goodwiz. Déjà, ça fait pas mal le job. Et j'en profite effectivement, parce que je viens de répondre à une question. J'ai perdu la question en même temps. Je sais plus, je vais la retrouver. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les cookies de session, Stéphane. Donc, les cookies, effectivement, de sécurité, les cookies
fonctionnels, les cookies, voilà, pour garder un utilisateur connecté sur son site, pour garder sa langue préférée, pour voilà, garder tous ces cookies de paiement, etc., sont liés finalement à l'utilisation du site. Tous ces cookies-là ne sont pas soumis au consentement. Exactement. On est sur du cookie fonctionnel. Ouais. Ouais. Exactement. Donc, pas besoin de les lister dans Acceptio et les lancer d'office comme avant. Donc, vous ne touchez rien à la configuration initiale. En fait, globalement, sur les cookies qui sont concernés, ils sont en 3 catégories que j'ai listées tout à l'heure. L'analyse d'audience et monitoring du site. Donc, on va citer 2, par exemple, Pingdom et Google Analytics. Ensuite, on va avoir les cookies de relations clients. Bon, là, c'est typiquement les CRM, les trucs d'AB testing, de chat, etc., d'avis, etc. Et après, on va avoir les cookies publicitaires ou sociaux, de réseaux sociaux, donc les Facebook Pixel, LinkedIn Pixel, Twitter Pixel, Snap Pixel, Instagram Pixel, les cookies publicitaires de type Criteo, Google Ads, Teads, etc. Donc voilà, c'est les 3 grandes familles a priori de cookies pour lesquelles vous devez avoir des consentements. Pour François, comment fait-on pour remettre la demande des cookies? Donc ça, si vous allez sur le site d'Acceptio, il y a quelque chose qui s'appelle il y a un élément qui est le marketing. Comment vous avez appelé ça, Laurent? Contextuel, c'est ça? Contextuel. Et justement, à travers notamment une variable ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir en fait savoir quels sont les cookies autorisés et activer, réouvrir en fait le widget Acceptio sur le cookie en question, par exemple un chat ou ce qu'on a vu tout à l'heure sur un Facebook Pixel pour pouvoir l'ouvrir directement. Donc il y a une doc qui est un peu améliorable, je crois, mais qu'il faut travailler pour pouvoir en fait justement charger le widget sur le cookie en question et avoir pas rouvrir juste bêtement le widget, c'est le charger sur ce pixel là et lui dire on voudrait bien chatter avec vous, mais il faut que vous nous autorisiez à le faire, quoi. Et ça, c'est il y a une page là sur la solution, c'est marketing contextuel, et puis il y a une petite doc à côté. Je vous donne un autre type. Alors, ce n'est pas une question qui est ici, mais je vous la donne parce qu'en fait, on me la pose souvent au webinar. C'est est-ce que je suis sur un sous-domaine de type blog.monentreprise.com. Est-ce que je peux garder le consentement d'un sous-domaine vers mon domaine principal ou d'un sous-domaine vers un autre sous-domaine, etc. Donc ça, oui, c'est le cas. À partir du moment où on est sur le domaine en question, les sous-domaines y compris, on peut faire voyager le consentement. Donc, pas besoin de demander les cookies sur votre blog, le mec accepte, et c'est bon, il aura accepté sur votre site principal. Ça demande par contre une petite configuration pour que le consentement voyage entre les sous-domaines. C'est détaillé dans la documentation. Samuel nous dira si elle est bien faite ou pas. Non, mais c'est celle de Vincent qui est… Non, il y a un petit point d'amélioration, mais bon, on en parlera. En tout cas, nos clients le mettent en place et je vous invite à le mettre en place parce que ça évite de demander 2 fois. Par contre, vous avez 2 marques, 2 domaines. Je ne sais pas, je prends par exemple Schmitt et Cuisinella. Pour nous, c'est le même client. C'est 2 consentements différents. Enfin, voilà, c'est 2 entités différentes, etc. Là, le consentement ne voyage pas entre 2 domaines. En revanche, entre un sous-domaine et un domaine principal, oui. Oui, François aussi, effectivement, on parle peu de cet événement global qui s'appelle Acceptio Update, qui a été rajouté un petit peu après les événements pour valider chacun des cookies un à un. En fait, sur chacun des cookies, en fait, vous avez un disable ou un enable en fait sur l'un et l'autre. Ça a été rajouté après, justement avec une gestion de beaucoup de cookies à gérer. Donc, on fera un article effectivement sur cette partie Acceptio Update qui est un peu plus globale et qui vous permet de gérer l'événement de manière générale, quoi. Oui, et pareil, Alexandre, on fera un point là-dessus sur ces exceptions parce que c'est quelque chose qu'on a mis en place assez récemment là, chez ChooseIt, et on fera un article là-dessus sur cette vision d'exception plutôt que de le faire cookie par cookie, de plutôt le gérer à travers les exceptions. Ça, c'était pour Alexandre Schmitt. Il y a une question entre le consentement entre une app mobile et une app web. Si on peut avoir un peu plus de… Je crois, Kevin, corrige-moi si je me trompe, mais un consentement sur
sur une app native et ce qui peut être transféré vers le site mobile, ça, je ne pense pas. C'est si les mêmes vendeurs, si les mêmes traceurs pour adopter un terme générique, étant donné qu'on n'a pas vraiment de cookies sur mobile, si les mêmes traceurs sont utilisés, je dirais que si. C'est d'ailleurs une fonctionnalité qu'on met à disposition où en fait, un token est généré en fait, sur le périphérique de l'utilisateur, que ce soit mobile ou sur un navigateur web. Et en fait, ce token peut être transmis par un paramètre query string via l'URL au moment de la navigation sur le site. C'est ce qui permet, entre autres, par exemple, que lorsqu'on utilise le SDK mobile Acceptio, lorsqu'on ouvre une WebView sur le site de cette même application mobile, on peut justement transférer ce token. Et si Acceptio est installé sur la WebView qui est chargée, en fait, le consentement préalablement donné sera réutilisé sur le site chargé depuis cette WebView. Donc, en résumé, le consentement peut voyager d'une appli mobile vers un site web. Et pour répondre à Adrien qui a posé une question sur soit les Google Analytics, en fait, il y a un peu un débat et toujours un conflit entre Google et cette partie-là, parce que Google peut faire passer sur la version Universal Analytics, peut faire passer un paramètre qui est Anonymize IP, qu'on peut faire passer à true, qui enlève, comme le disait Laurent, les derniers caractères. La version 4 d'Analytics est anonymisée par défaut. Après, le sujet qu'il y a là-dessus, c'est que en fait, elles sont anonymisées a posteriori, donc en fait, elles sont quand même collectées, et c'est le débat qu'il y a entre est-ce que j'ai des données personnelles ou pas. Et là, on va dire, j'ai pas de réponse. Et de toute façon, le débat est infini sur est-ce que je considère que si je fais passer un anonymise IP à true, je suis en conformité et je peux charger Analytics sans demander le consentement de mon utilisateur parce que j'ai pas de données personnelles, ou j'ai une interprétation qui est un peu différente en disant Google collecte la donnée personnelle et ensuite l'anonymise. Là, enfin, il n'y a pas de réponse. C'est un peu chacun le voit comme il veut. À partir du moment où déjà il y a un souhait d'anonymiser l'IP et de demander ou pas le consentement de l'utilisateur, il y a quelque chose qui est fait, mais il n'y a pas de vérité absolue. Ce qu'il faut bien comprendre en fait dans cette vision de consentement et de RGPD de manière globale, c'est que tout le monde fait le plus d'efforts possible pour respecter. Après, on parlait des players YouTube. Mettre un placeholder à chaque fois qu'on veut voir une vidéo YouTube, c'est beaucoup de travail. Est-ce que vous ferez redresser pour ça? Je suis pas sûr parce qu'il y a déjà peut-être, on va dire, une envie de bien travailler sur les différents cookies. Sinon, c'est très très restrictif et ça devient des fois un peu aberrant de dire pour pouvoir valider un formulaire, j'ai besoin de reCAPTCHA, mais reCAPTCHA a des données personnelles, mais je veux pas les donner. Du coup, on rentre dans un cycle qui est juste idiot, quoi. Donc, il faut effectivement, enfin, dans la vision qu'on a, il y a effectivement la loi, mais il faut quand même que le fonctionnel reste derrière en étant le plus propre et le plus transparent possible. Oui, juste rebondir, ça peut être un autre tips intéressant, pareil, qui me vient comme ça, c'est que si vous n'êtes pas sûr pour YouTube, ou en tout cas vos juristes vous retoquent par rapport à ça, même si effectivement il n'y a pas vraiment de gros risques en termes d'amende, vous pouvez passer sur Dailymotion, c'est français, et en plus, ça ne pose pas de coût. Ouais, et puis ça cartonne en soi. Non, mais il y a d'autres Voilà. players. Il y a toujours des alternatives, en fait, là, de plus en plus, la mise en place du RGPD et des nouvelles lois sur les cookies. Il y a beaucoup d'alternatives qui se lancent. Voilà, donc, on peut garder effectivement sa vidéo sur YouTube, mais qu'on n'embête pas sur son site. Comme ça, le consentement sur YouTube, il est sur YouTube. Et si on veut embedder, intégrer une vidéo sur son site, il y a un autre player. Voilà. Il reste une dernière question de Gilles sur des mises en demeure. Est-ce qu'on a une idée en question exactement des solutions mises en place et considérées comme incorrectes par la CNIL? Ça, je crois que c'est une question pour toi, Laurent. Alors, non, déjà, on ne va pas taper trop sur nos concurrents, mais en tout cas, je ne pense pas que nos concurrents, tous, en fait, ont fait le job. Hein. La plupart des solutions qui sont en ligne aujourd'hui, bien paramétrées, encore une fois, correspondent en fait aux exigences des différents régulateurs. Ceux qui se sont fait toquer, c'est ceux, je pense, qui n'ont rien fait. Voilà, donc c'est ceux qui auront soit les anciens bandeaux, soit qui utilisent en fait des dark patterns, hein, comme on appelle dans l'UX, c'est-à-dire pas mal de petites astuces
pour masquer les boutons « Je refuse » ou les cacher, ou rendre un peu très compliqué le refus de la part de l'utilisateur. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est mal vu auprès du régulateur. Donc, je pense que c'est ça, ou soit des anciens bandeaux. Les nouvelles solutions qui existent de type Acceptio ou les autres, bien paramétrés, ils font le job. Merci. Il n'y a plus de questions, donc il nous reste juste à vous remercier d'avoir participé. N'hésitez pas, encore une fois, à nous laisser votre avis ou nous faire des retours par mail. Il y aura sur le site internet le replay, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. Et une dernière question, pouvons-nous avoir un lien sur le site qui recense les cookies du site? C'est l'extension Buildwith de Chrome. Ouais, en fait, Ouais. il y a un site qui analyse les technologies présentes sur un site. Après, maintenant, ce que vous recherchez, c'est vraiment une base de données de cookies. Il y a cookiesdatabase.org qui existe. Donc, si vous tapez sur Google Cookies Database, vous verrez ce site qui est un site qui finalement est un peu un annuaire ou une encyclopédie de chaque cookie et de leur fonctionnalité. Il y a aussi finalement le back-office d'Acceptio, parce qu'en fait, au moment où on pointe les cookies, ça nous a amené finalement à faire un annuaire où on les a classés par catégorie de tous les cookies. Donc, sur Acceptio, vous pouvez finalement avoir une liste de toutes les CRM, les principales CRM, les principales outils de mailing. Oui, il y en a pas mal qui sont ajoutés. Après, si vous utilisez un outil un peu connu, effectivement, vous aurez plutôt un bout à définir le cookie, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont référencées déjà dans le back-office d'Acceptio qui sont quasiment prêtes à l'emploi, quoi. Eh bien, parfait. Merci à vous. Merci. Une dernière question. Ah, merci. Parfait. Bien, merci à tout le monde. Et puis, excellente journée à vous. Et on se retrouve sur un prochain webinaire dans un mois. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.